Pendant sa jeunesse, Fernand Dumont travaille à l'usine de textile de Montmorency durant les vacances d'école. Autant c'était une sorte de loi de travailler à l'usine, autant c'était entrer dans une marginalité de ne pas y aller, explique-t-il. À 22 ans, il a terminé le cours classique au Séminaire de Québec et il entre à la Faculté des sciences sociales par un choix qu'il qualifie de résiduaire. Dès les débuts de ses études, il sait qu'il va devenir professeur à l'université. Il a lu l'œuvre d'Émile Durkheim et de Maurice Aulvax quand il se rend à l'École pratique des hautes études de Paris, fréquenter les cours de Gurvitch, ceux de Lagache, Pagès, Anzieux, Meyerson et Villard. Lorsqu'il revient au département de sociologie de l'Université Laval au milieu des années 50, il donne des enseignements tant en sociologie et en psychologie qu'en sociologie politique. Au même moment, il entreprend avec son collègue Yves Martin l'enquête régionale de Saint-Jérôme. Depuis au-delà de 20 ans maintenant, il poursuit ses recherches sur l'histoire et le devenir de notre société. Il fait un bilan provisoire des travaux accomplis à l'École de Laval jusqu'à aujourd'hui et indique 3 voies à suivre pour le développement de la recherche sur l'évolution de la culture québécoise. Jean Blouin, il y a 2 ans, faisait une entrevue avec vous, puis a retenu un passage que je vais vous lire. Si l'enfance est ce qu'il faut démystifier pour devenir adulte, l'idée de base de la psychanalyse, c'est aussi une espèce de mythe originaire qu'il s'agit de rendre vivant pour exister pleinement. Voilà peut-être l'ambiguïté que, finalement, j'aimerais exprimer. Aujourd'hui, M. Dumont, j'aimerais que vous me parliez de Montmorency, où je sais que vous avez passé une enfance. Oui, en fait, j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Montmorency. Qu'est-ce que c'était Montmorency? Ce reste encore pour une part une petite ville ouvrière tout près de Québec, 6 000 environ de Québec, près de la chute Montmorency que tout le monde connaît. Dans mon enfance, moi, la majorité des employés de la Dominium Textile, grosse usine de textile là, qui est près de la chute, étaient de Montmorency. Et à l'inverse, la plus grande partie de la main-d'œuvre de Montmorency travaillait à l'usine, ce qui faisait un milieu extrêmement homogène, presque aussi homogène, dirais-je, que peut l'être un village agricole, bien que ce soit l'industrie qui, en l'occurrence, soit le facteur d'homogénéité. Donc, un milieu extrêmement homogène, où ce qui se passait à l'usine était le thème constant des conversations. Moi, mon père a travaillé à l'usine, ma mère avait travaillé à la même usine avant de se marier, tous mes oncles travaillaient à l'usine, ma sœur y travaillait aussi, de sorte que vous voyez un peu quels étaient les thèmes des conversations que je pouvais entendre quand j'étais petit et même un peu plus grand. Et vous? Vous avez travaillé à l'usine aussi? Oui, j'ai travaillé à l'usine pendant mes vacances de mes 16 ans, parce qu'on ne pouvait pas y entrer avant 16 ans, jusqu'à la fin de mon université, sauf quelques exceptions. C'était d'ailleurs une sorte de loi d'entrer à l'usine. Quand on allait à l'école à Montmorency, rendu en 7e année, et surtout dans la 2e moitié de l'année scolaire, le grand thème de conversation chez les jeunes, c'était l'usine prochaine. On y entrait, pour ainsi dire, automatiquement. Le problème, c'était celui qui n'y entrait pas. Alors là, ça devenait... Déjà, vous entriez dans une sorte de marginalité, bien sûr, qui vous accompagnait longuement par la suite, surtout si vous apparteniez au milieu ouvrier plutôt que, disons, une autre classe sociale. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Vous n'avez pas continué de travailler à l'usine, vous alliez à l'école, vous me disiez. Oui, ça s'est passé de façon assez curieuse. En réalité, la plupart comme je le disais, la plupart des écoliers, après la 7e année, entraient à l'usine parce qu'ils avaient ils avaient l'âge d'y entrer, quoi. Quelques-uns faisaient leur 8e et leur 9e année parce que l'ensemble du cours s'arrêtait à la 9e année, à Montmorency. Alors, moi, j'ai fait la 8e et la 9e année, d'ailleurs, la même année. Et rendu à la fin de la 9e, quelques-uns d'entre nous, on est allés voir le frère qui nous enseignait, le frère Georges, qui était d'ailleurs un excellent professeur, à qui nous avons demandé, mais est-ce que ça ne serait pas possible de continuer? Ah, il dit, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des parents, ça, de demander à la commission scolaire qui a une 10e année. Alors, on en a parlé, quelques-uns, à nos pères respectifs, qui nous ont dit, oui, on pourrait faire une démarche auprès de la commission scolaire, mais nous autres, on n'est pas capable d'expliquer ça, on n'a pas d'instruction. Alors, c'est moi qui ai été délégué par les parents pour aller expliquer à une séance de la commission scolaire qu'il fallait une 10e année. Je ne l'ai pas emporté.
Il faut dire que j'ai eu affaire à 4 ou 5 commissaires dont la moyenne d'âge était d'environ 65-70 ans, qui n'avaient plus d'enfants et par conséquent à qui ces problèmes-là étaient assez indifférents. J'ai l'impression que le gros problème qui les préoccupait, c'était le niveau de la taxe scolaire. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'année suivante, mes parents m'ont envoyé à Beauport, qui est près de Québec, où j'ai fait une année commerciale. En fait, j'ai rien appris des matières du commerce. Je ne sais pas encore distinguer très bien le débit du crédit. Mais j'ai surtout lu énormément. Il y avait une bibliothèque derrière la classe dont j'étais à la fois le bibliothécaire et l'unique lecteur, si je me souviens bien. Et ça a été pour moi une année de lecture extraordinaire. L'année suivante, vous voyez, je progressais lentement de la campagne vers la ville. Je suis allé un peu plus loin à Limoilou, où là, j'ai refait ma 10e année, mais une 10e année scientifique, une 11e scientifique, ce qui s'appelait dans ce temps-là le primaire supérieur. Pour finalement, ensuite, décider de faire mon cours classique, c'est-à-dire de passer quelques mois chez moi à faire du latin, du grec pour me présenter à l'immatriculation, puis ensuite je suis entré au petit séminaire de Québec. Et j'ai fini mon cours classique à peu près à l'âge moyen des autres. Ce qui voulait dire? Ce qui voulait dire près de 22 ans. 22 ans. Oui, oui. Alors, fin des études classiques à 22 ans. Et puis là, qu'est-ce que ça a été pour vous? Vous n'êtes pas devenu prêtre, est-ce que je sais? Non. Après mon cours classique, je suis allé à la Faculté des sciences sociales, aussitôt. Par un choix qui a été, je dois le dire, je l'ai déjà dit d'ailleurs, résiduaire. Parce que, en fait, ce qui m'intéressait davantage, c'était la philosophie. C'était enseigner d'abord, parce qu'avant de savoir ce que j'enseignerais, moi, j'avais décidé assez jeune que j'enseignerais. Ensuite, la philosophie. Mais la philosophie, vous n'ignorez pas qu'on enseignait à cette époque qui était loin de la philosophie. C'était une philosophie extrêmement dogmatique, extrêmement scolastique. Je ne le voyais pas vivre dans ce climat-là. Et j'ai donc fini par, à la dernière minute d'ailleurs, par choisir la Faculté des sciences sociales et plus précisément la sociologie. Je ne l'ai jamais regretté parce que c'est un milieu, la faculté c'était un milieu merveilleux de liberté intellectuelle, d'ouverture d'esprit. C'était d'ailleurs, on l'a dit souvent, mais avec raison, un milieu intellectuel assez singulier. Alors qu'à la Faculté des sciences sociales, au moment où j'y suis entré, moi, dans les années 50, la plupart des professeurs étaient des professeurs de carrière, assez nombreux, d'ailleurs, assez nombreux surtout pour le nombre d'étudiants, nous autres relativement petits que nous étions. Oui. À la Faculté de droit, il y avait encore un seul professeur de carrière à cette époque. À la Faculté des lettres, il n'y en avait pas beaucoup. La plupart de nos professeurs étaient revenus depuis déjà quelques années de diverses universités américaines, de Harvard, de Washington, de Chicago, etc. Nous apportaient donc les courants les plus récents, je dirais, non seulement de la pensée sociologique, mais plus largement de la pensée économique, politique, américaine, ce qui donnait, je pense, de l'espace, de l'ouverture. Et surtout, tous ces professeurs nous laissaient dans une très grande liberté de réflexion, de propos, de critique même. Je garde, et ceux qui ont étudié en même temps que moi, je pense, ont les mêmes souvenirs. Je garde, moi, le meilleur souvenir de cette époque-là et aussi le plus grand respect pour ceux qui ont créé le climat dans lequel je suis entré. Je voudrais insister un peu là-dessus parce que, à ma génération, à moi, ce que vous dites présentement nous échappe en partie. Vous dites que la philosophie, c'était un univers dogmatique. Oui. Puis qu'aux sciences sociales, à l'Université Laval, il y avait la liberté. J'aimerais que vous me parliez davantage de ça pour donner un peu de substance à ces idées-là. La liberté, dans ce sens que, comme je vous disais tantôt, nos professeurs avaient travaillé aux États-Unis dans les universités les plus diverses, donc avaient été en contact avec des écoles et des courants de pensée extrêmement divers. À mon avis, d'ailleurs, assez représentatifs, si on pense à des gens aussi divers comme Falardeau, La Montagne, oui. Maurice Tremblay, Marié, Albert Fauché, etc. Vous avez là quand même une équipe assez considérable. Moi, j'ai eu aussi comme professeur Léon Dion, qui avait étudié en Europe, à Zurich surtout, Gérard Bergeron, qui avait étudié à Paris, mais surtout en droit. Donc, ça faisait du monde. Guy Rocher, qui revenait d'Harvard, où il avait étudié à la fois en anthropologie, en psychologie sociale et en sociologie, particulièrement avec Parsons. Donc, vous aviez là des courants extrêmement divers.
c'était inaccoutumé, je pense bien, au Québec, tout au moins dans une faculté universitaire, pas seulement dans des livres ou des articles, mais dans une faculté, dans un milieu, de trouver une telle diversité d'esprit. Puis l'autre versant, le côté dogmatique, qu'est-ce qu'il y avait là? Le côté dogmatique, c'est que, vous le savez très bien, pendant un certain nombre d'années au Québec a régné une sorte de dogmatisme philosophique où la liberté de la pensée qui est inhérente à la philosophie était, à mon avis, à peu près totalement réprimée au nom d'un système tout fait et supposément intangible, alors que la pensée thomiste, moi je ne suis pas opposé, c'est une pensée extrêmement vivante. On avait réussi à la frigorifier et à la systématiser pour en faire une sorte de clé de tous les systèmes, y compris de la vie elle-même. On a l'impression d'ailleurs parfois que depuis quelques années, on revient à un dogmatisme semblable. Il porte un autre nom, mais heureusement, il n'est pas encore omniprésent dans nos universités. On va pour la philosophie, mais dans le milieu social, en dehors de l'école, moi je pense au courant de l'action sociale de l'Église catholique, par exemple. Sans aller jusqu'à Jérôme Navarro, mais à la fin du 19e siècle. Il y a quand même toute une succession de mouvements sociaux qui étaient... Moi, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, c'est, du point de vue de l'inspiration catholique, ce sont des mouvements extrêmement divers. Ce que je disais tantôt de l'enseignement de la philosophie n'est pas du tout représentatif de ce qui existait en fait dans notre société. Il ne faut pas oublier que les années dont je parle, moi, c'est-à-dire les années 50, ce sont des années de bouillonnement intellectuel, non seulement à la faculté des sciences sociales, mais dans l'ensemble de la société québécoise. Ce sont les années où vont s'élaborer à peu près toutes les idées, tous les thèmes qui seront mis en œuvre ensuite au cours de la Révolution tranquille. De la réforme de l'éducation à la réforme du bien-être social, aux problèmes constitutionnels, à peu près toutes les idées là, qui montent en surface et qui même en quelque sorte sont incarnées dans des institutions après 1960, eh bien dans les années 40 et surtout dans les années 50, elles font l'objet de discussions publiques dans les endroits les plus divers, l'Institut d'opinion publique, une revue comme Relations, publiée par les Jésuites, qui était d'une excellente qualité, Cité libre, bien entendu, auquel on accorde, à mon avis, toujours dans les histoires des idées, l'histoire des idéologies, une place trop importante parce que, je ne dis pas qu'elle n'a pas eu des incidentes un peu décisives, mais trop importante dans ce sens qu'il y a eu infiniment d'autres courants, les plus divers. Prenez la commission Tremblay, par exemple, dont Duplessis a mis le rapport sous le boisseau une fois qu'il a été publié. Eh bien, vous trouvez dans les travaux de cette commission, et surtout dans les rapports qui lui ont été présentés, je le répète, à peu près toutes les idées qui seront mises ensuite en œuvre dans la décennie suivante. Donc, une époque de discussion, de remise en question et de goût de la liberté. Ça n'a pas commencé en 60. 60 est une sorte, je dirais, d'accomplissement par rapport à ce qui déjà existait, était mis en œuvre et discuté dans notre société. C'était engagé déjà comme changement. Le processus de changement... Oui, je dirais peut-être même avant. En fait, je crois que depuis la dernière guerre, déjà des changements étaient en route. Ça a commencé sans doute de façon plus évidente par la littérature, mais surtout par les courants d'idées. La guerre a eu des incidents ici extrêmement importants, de par l'élévation du niveau de vie, de par la circulation des idées, et de par la remise en question aussi d'un certain nombre d'idéologies traditionnelles, que la guerre, cet événement extraordinairement angoissant, a contribué soit à dissiper, soit à remettre en cause. Qu'est-ce que ça voulait dire à Montmorency, ce moment-là, cette période-là, la guerre? La guerre, ça voulait dire beaucoup de prospérité. Oui. La guerre est venue après la crise, et la crise avait particulièrement affecté une industrie comme le textile, qui d'ailleurs encore maintenant est une industrie extrêmement fragile, qui vit de subventions. C'est une industrie très, très difficile. La guerre, bien sûr, a provoqué dans le textile comme ailleurs une demande extraordinaire de production. Donc, après plusieurs années où les gens avaient travaillé 2 jours, 3 jours par semaine, des salaires minables,
vous avez eu une brusque élévation du niveau de vie. Moi, je me rappelle encore dans ma famille, on a vu apparaître au moment de la guerre sur la table des choses qu'on n'avait jamais vues, sauf à Noël ou au jour de l'an. Par exemple, des oranges, enfin, des choses de genre. Donc, ça a été effectivement une transformation décisive. Mais je répète, ça a été aussi, et je dirais que c'est vrai aussi de Montmorency, l'entrée au Québec, non seulement par ceux qui étaient allés en Europe pendant la guerre, mais par la radio. La radio, qui est un phénomène extrêmement important dès cette époque-là, bien avant la télévision. Donc, l'entrée de courants d'idées, d'images, de connaissances, d'impressions, du vaste monde. Hein. C'est un peu pour la première fois, le monde pénètre dans le Québec d'une façon un petit peu massive. Puis ça va s'accentuer, bien sûr, après par la télévision. Pour quelqu'un comme vous qui s'intéressait à la philosophie, ça voulait dire quoi? Des influences extérieures. Est-ce que je sais bien que ça peut-être venait surtout de sources écrites, est-ce que vous connaissiez à ce moment-là, mais aussi sans doute les courants de pensée qu'il y avait dans le moment de la guerre. Mais les courants de pensée extérieurs pendant la guerre entraient déjà dans les collèges, non seulement au collège classique, moi que j'ai connu un peu tardivement, puisque j'ai fait mon cours classique à toute une pratique en 3 ans. Mais même dans les collèges primaires supérieurs que j'ai fréquentés auparavant, où on faisait surtout de la science, de la chimie, de la physique, des mathématiques, malgré tout, les idées extérieures pénétraient déjà, la littérature aussi. Moi, quand je me souviens du séminaire de Québec, par exemple, c'est d'un milieu aussi très libre. Moi, les livres que je lisais à ce moment-là, c'est lui le professeur qui me les procurait, puis j'avoue que jamais aucun d'entre eux m'a refusé un livre que je lui demandais. Parfois, il sortait de la bibliothèque de l'université pour me le prêter. Mais jamais j'ai eu... Moi, c'était un professeur prêtre du séminaire qui est sorti de la bibliothèque Les origines de la France contemporaine de Taine, qui n'est pas précisément un catéchète, et pour me les apporter après la classe pour que je puisse les lire. Donc, il y avait déjà une très grande ouverture. Il restait simplement le verrou scolastique dont je parlais tantôt. Mais il faudrait faire attention. Il ne couvrait pas l'ensemble de l'enseignement, puis il n'atteignait pas tous les esprits de nos professeurs. Revenons donc au département, à la faculté des sciences sociales de l'Université Laval, plutôt, au moment où vous êtes étudiant. Alors, vous vous êtes intéressé d'abord à la philosophie, puis après, vous êtes venu en sciences sociales, puis vous avez commencé à faire des recherches d'étudiants, j'imagine. J'aimerais que vous me parliez de ce moment-là, des débuts qui correspondent au début de votre apprentissage du métier. Bien, il faudrait d'abord dire dans quel état d'esprit j'ai abordé moi, je dois dire, je ne suis pas le seul, hein, parce qu'on est nombreux à être comme ça. Moi, je dois dire que j'ai commencé très jeune à vouloir enseigner, vouloir écrire. À 15 ans, c'était à peu près fixé, tout ça. Ma première période, je dirais, de 6 ans jusqu'à environ 12 ans, ça a été consacré au dessin. Et la seule chose que je faisais en arrivant de l'école, ma grande activité, c'était de dessiner. Mon père m'avait d'ailleurs fabriqué un petit bureau dans lequel je mettais mes dessins. Un bureau que j'ai encore, d'ailleurs, dans lequel je rends encore des papiers. Et quand j'ai découvert la lecture, là, je suis passé complètement de l'autre côté. La lecture, l'écriture, j'ai commencé par écrire les contes que mon père me racontait. Et j'ai jamais cessé de faire ça. Donc, quand je suis arrivé à la faculté, je disais tantôt, c'était un peu par défaut, parce que j'aurais voulu faire de la philosophie, mais je suis arrivé avec 2 idées extrêmement précises. Enseigner et écrire. Enseigner, quand on terminait la faculté des sciences sociales, à ce moment-là, c'était pas tellement facile. La sociologie, ni l'économique, encore moins les sciences politiques, n'étaient enseignées dans les collèges. Par conséquent, enseigner, ça voulait dire enseigner à l'université. C'est pourquoi, en commençant mes études à la faculté des sciences sociales, en 2e année de la faculté des sciences sociales, j'ai commencé une licence ès-lettres, me disant que si je ne pouvais pas enseigner la sociologie, je pourrais au moins enseigner le latin ou le grec ou quelque chose du genre. Il faut dire que c'est à ce moment-là que ma vocation de professeur à la faculté s'est un peu décidée, parce que déjà, ça vous montre un peu dans quel milieu on était très différent de celui d'aujourd'hui. Parce que déjà, moi, à la fin de ma 2e année, au début de ma 3e année, je savais que je serais professeur à la faculté parce que le doyen, mes professeurs me l'avaient dit. Donc là, j'ai abandonné la licence ès-lettres, me disant que j'avais plus besoin de ça. Je savais que j'allais enseigner. Écrire, c'est une autre affaire. J'avais commencé un recueil de poèmes quand j'étais étudiant au séminaire, que j'ai terminé dans ma première année de la faculté, qui est paru quand j'étais étudiant, d'ailleurs, à la faculté des sciences sociales, qui a été édité à ce moment-là.
Mais la poésie, ça reste encore apparemment très loin de ce qui devait m'occuper, c'est-à-dire la recherche empirique avait beaucoup d'importance dans notre initiation à la Faculté des sciences sociales. Deuxièmement, le cours n'était pas du tout bâti comme aujourd'hui, et c'est peut-être la nostalgie de ma jeunesse, mais je le regrette qu'il soit bâti comme il l'est maintenant. À notre époque, nous, on n'imaginait pas faire des sociologues sans les initier à l'économique, à la psychologie, à la géographie humaine, à l'histoire. Donc, on faisait autant d'études dans les secteurs connexes que dans la sociologie proprement dite. Sans compter que, à la suggestion de Guy Rocher, je m'étais donné une sorte de méthode de travail au début de ma deuxième année. J'avais posé la question à Guy. Je me dis, on nous parle d'auteurs tellement différents, comment on peut faire pour s'y retrouver et se faire un peu une synthèse personnelle? Alors, il m'avait dit, il faut choisir un auteur et puis le voir tout entier. Évidemment, il y a un risque de s'y enfermer, mais si on est assez fort, on peut s'en libérer ensuite totalement pour devenir soi-même, mais on est passé par une école qui en vaut la peine, qui est cohérente et qui comporte un cheminement concret. Alors, lui, si je me souviens bien, m'avait dit qu'il avait choisi Pareto. En tout cas, moi, j'ai choisi Durkheim. Et j'ai étudié Durkheim, effectivement, la plume à la main, d'un bout à l'autre, j'ai découvert l'année sociologique. Et là, ça a été un émerveillement. Un émerveillement de découvrir une école sociologique aux vues aussi amples, avec un goût de l'érudition aussi extraordinaire. Alvax, en particulier, de l'école française, m'a toujours frappé. Je lui ai gardé une très grande admiration, même encore aujourd'hui, par l'ampleur du savoir, par la finesse de l'analyse, par la culture. Et à ce moment-là, l'école durkheimienne est devenue pour moi une sorte d'idéal. Sans que je devienne jamais durkheimien. D'ailleurs, c'est pas tellement dangereux. Je pense que personne ne peut se dire durkheimien aujourd'hui. Mais d'avoir passé par cette école-là, d'avoir vu ce que je considérais, moi, comme des modèles de pensée, c'est-à-dire pas seulement ce qu'on appelle aujourd'hui un peu étroitement des chercheurs, mais des savants. Bon. Ça a été la leçon extraordinaire de mes années d'études à la faculté où, comme on avait des cours tous les matins, mais qu'on était libre tous les après-midi, ça veut dire aussi toutes les nuits, là encore, on a pu faire des lectures énormes et un peu de tout genre, quoi. J'aimerais que vous insistiez un peu sur Durkheim. Vous l'avez lu d'un bout à l'autre, oui. Alors qu'est-ce que vous avez retenu d'Émile Durkheim? Ce que j'ai retenu, on peut retenir bien des choses oui. De Durkheim. Et il ne faut jamais d'ailleurs séparer Durkheim de son équipe. C'est-à-dire, pour moi, le plus grand sociologue de l'école durkheimienne, c'est Alvax, comme je le disais tantôt, oui. Mais il ne faut pas non plus oublier Hertz, il ne faut pas oublier Simian, il ne faut pas oublier Mauss, bien entendu. Il ne faut pas oublier les autres non plus. C'est tout un foyer de pensée d'une extrême richesse et dont on peut tirer bien des inspirations. Mais la plus essentielle, moi, que j'ai tirée de l'école durkheimienne, c'est l'idée de l'épaisse, si je peux me permettre cette expression, de l'épaisseur de la vie sociale, de la richesse de la vie sociale, de la créativité de la vie sociale. C'est sans doute pourquoi Durkheim s'est tellement intéressé aux problèmes de sociologie de la connaissance et de sociologie religieuse, qu'il appelait aussi ces moments effervescents, ces moments créateurs de la vie collective. Il y a là quelque chose d'assez particulier, me semble-t-il, à l'école française, et qui reste, quand je dis l'école française, je veux dire toujours l'école durkheimienne, puisqu'il n'y a pas d'autre école française après. Donc, c'est ce qui me paraît le plus riche, le plus suggestif, et ce qui fait qu'on peut encore aujourd'hui lire Durkheim, Alvax ou les autres, sans adhérer aucunement au fondement du système, par exemple la division entre représentation collective, les morphologies sociales, etc., sans adhérer donc aux éléments fondamentaux du système, on peut les lire en y trouvant une très riche source d'inspiration et de dialogue. À la différence de d'autres écoles, je dirais, plus fermées, plus systématiques, c'est un contact qui nous laisse penser sans nous obliger à penser quoi que ce soit. Donc, ça reste une pensée encore très actuelle.
Alors, je l'ai dit dans la préface qu'on m'a demandé aux presses universitaires de France pour la réédition d'un livre d'Halvax. Ça a été pour moi très touchant qu'on m'a demandé ça, étant donné que Halvax était une vénération de ma jeunesse. J'ai essayé de dire dans cette préface-là ce qu'il y a encore de vivant dans l'école française. Évidemment, vu d'un certain point de vue, on pourrait toujours dire celui qui a été influencé jeune par une grande école comme celle-là restera toujours désormais un idéaliste. On a toujours reproché à l'école française d'être idéaliste, c'est-à-dire d'accorder beaucoup d'importance aux représentations. Ce qui, à mon avis, est tout à fait faux, parce que chez Durkheim, vous avez un double mouvement d'explication qui est plus accentué dans certains ouvrages que dans d'autres. Par exemple, sa thèse, La division sociale du travail, commence par ce qu'on appellerait dans un autre vocabulaire les infrastructures pour aboutir aux représentations, alors que les formes élémentaires de la vie religieuse partent des représentations pour aboutir aux infrastructures. Durkheim a toujours cru qu'on pouvait faire l'aller-retour dans les deux sens. Donc, à mon avis, ce n'est pas un idéaliste. Il s'est intéressé, et d'ailleurs, les autres membres de son école, y compris l'économiste Simian, ce qui est assez curieux, il s'est intéressé d'abord aux représentations collectives, où il voyait une sorte de clé en définitive, il faut insister là-dessus, de l'explication. Mais ça n'en fait pas, à mon avis, un idéaliste. Pas plus que quelqu'un qui fait de l'économie, qui est un partisan de l'économisme, pas plus quelqu'un qui s'intéresse avant tout à la culture est un idéaliste pour autant. C'est un objet d'étude. Ça dépend comment on l'étudie. C'est la manière de l'aborder qui fait qu'on fait de la science ou qu'on fait de la foutaise. Vous demandez qu'est-ce que vous avez découvert à Paris quand vous êtes allé étudier là? Quand j'ai étudié à Paris, je vais vous dire tout de suite dans quel secteur. Déjà, c'était décidé. Je disais tantôt que j'avais pris la philosophie, que j'avais pris la sociologie par défaut, mais j'ai jamais abandonné la philosophie. Je pense bien que ça paraît dans les choses que j'écris encore aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude, d'ailleurs, d'abandonner les choses auxquelles je tiens, même s'il faut faire un détour. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, si je veux faire de la philosophie, et en l'occurrence de la philosophie des sciences, et plus précisément de la philosophie des sciences humaines, je me suis dit, il faut que j'élargisse mes connaissances dans les sciences humaines. Déjà ici, je le soulignais tantôt, lorsqu'on faisait une maîtrise en sciences sociales, ou en sociologie, disons, plus précisément, on nous faisait faire aussi de la géographie humaine, de l'économique, etc. Bon. Alors, je me disais, il faut que je mette encore une autre corde à mon arc. Alors, tout en suivant des séminaires à l'École pratique des hautes études, qui ont été ma scolarité de doctorat, j'ai fait le premier cycle en psychologie. Oui. Plus précisément en psychologie générale et psychologie sociale avec Lagache, qui est un psychanalyste très connu, Anzieux, Pagès en psychologie expérimentale, Fraisse aussi en psychologie expérimentale, et d'autres aussi. Donc, j'ai suivi un certain nombre de séminaires à l'École des hautes études au niveau du doctorat et fait le premier cycle de psychologie pendant mes 2 années que j'ai passées à Paris. Quel séminaire à l'École pratique des hautes études? Celui de Gurvitch en sociologie générale. Plus précisément, les années où j'ai travaillé avec lui, moi, c'était sociologie de la connaissance historique, connaissance politique, connaissance technique, précisément. J'ai suivi aussi un séminaire avec Villard en histoire économique, qui est un merveilleux professeur. On était quelques élèves, ça c'est un séminaire, mais comme initiation au travail historique précis, moi je crois encore que Villard, qui est maintenant d'ailleurs titulaire d'histoire économique à la Sorbonne, qui est un très grand historien marxiste, moi je lui garde une très grande admiration. Et aussi un séminaire avec Meyerson sur la psychologie comparée. Voilà à peu près là, ce qui a été mon programme d'études. Mais là encore, je pense que j'ai surtout lu. Ouais. Revenons encore à cet âge où vous commenciez à enseigner, pour insister cette fois-ci sur les travaux de recherche. Il a bien fallu, à un moment donné, que vous vous concentriez sur quelques points. Hein? J'ai commencé, tout de suite en revenant, j'ai commencé ce que je pensais devoir être à ce moment-là, une thèse de doctorat sur la conscience historique et les problèmes de l'historiographie. Vous voyez que ça tient à la fois à l'étude de la culture et à la philosophie des sciences humaines, ce qui est resté ma préoccupation essentielle d'aujourd'hui. Mais je me suis un peu enlisé là-dedans parce que j'avais décidé d'accorder beaucoup d'importance à un cas particulier qui était le cas québécois. Et
l'histoire du Québec, la connaissance de l'histoire du Québec à ce moment-là. On est en 1956 à peu près. Il était loin d'être aussi avancé qu'elle l'est maintenant. Il fallait que je devienne à mon tour un historien. Je ne suis pas encore devenu, mais enfin, c'était un long apprentissage. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je diffère un projet comme ça, que c'était pas plus urgent que ça. À un moment donné, il fallait faire quelque chose là-dessus. Et il s'est présenté l'occasion de faire une enquête empirique sur une région du Québec, la région du nord de Montréal. Effectivement, nous nous y sommes engagés, Yves Martin et moi. On a travaillé sur le terrain avec un peu des moyens de fortune. Et ça a été une très belle expérience. Ça a été, je te dirais, mon apprentissage du terrain. J'en ai pas fait d'autres par la suite. Mais là, on a passé des semaines et des semaines à se promener dans chacun des villages, à interroger les gens, à dépouiller de la documentation qui, en général, était très pauvre. Il fallait être assez astucieux pour en tirer des indices intéressants. Donc, ça a été une expérience extraordinaire. Pour moi, c'était essentiel. D'ailleurs, on ne peut pas parler des sciences, même si on fait de la philosophie des sciences, si on n'est pas capable de produire de la recherche scientifique. Piaget, d'ailleurs, a déjà dit des choses semblables, avec raison. J'aimerais... je pense que la région dont vous parlez, c'était Saint-Jérôme. Oui. Bon, j'aimerais que vous me parliez un peu de l'objet de la recherche. Vous dites que vous avez passé beaucoup de temps là-bas. C'est une recherche qui nous avait été demandée par le diocèse de Saint-Jérôme. À ce moment-là, un peu partout dans le monde, disons plutôt en Europe, ici ça commençait à peine, existait ce qu'on appelait des missions régionales. Mm-hmm. Ça supposait bien sûr une étude sociologique préalable. Et l'évêque de Saint-Jérôme nous avait demandé à Yves Martin et à moi de faire cette étude-là. La partie, d'ailleurs, qui a été publiée sous forme de livre par Yves et moi, ne concerne, si vous l'avez feuilleté, vous l'avez remarqué, ne concerne que les aspects économiques, démographiques, oui. Géographiques, culturels de la... Ça ne comporte aucune incidente quant à la pastorale ou quant à la traduction religieuse de notre affaire. D'ailleurs, on nous avait laissé la plus complète liberté sur la manière de procéder. Donc, c'est une... moi, j'en garde un très bon souvenir pour des raisons que je disais tantôt, et aussi parce qu'on avait pensé ouvrir une sorte de chantier qui était l'étude sociologique des régions. Non pas seulement géographique, l'étude sociologique des régions. Et on pensait qu'on avait mis en œuvre là-dedans une démarche qui ouvrait sur d'autres études semblables, que pour ma part, je n'avais pas l'intention de continuer, que Yves peut-être aurait pu continuer s'il n'avait pas pris un tout autre chemin, oui. Donc, ça n'a pas eu de suite, ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, ça n'a pas eu. Ça a eu des suites, dans ce sens que ça m'a permis d'apprendre le métier sur le terrain, comme je disais tantôt, ce qui est indispensable. En même temps, on lançait recherche sociographique, qui s'inspirait d'un même état d'esprit, c'est-à-dire des études extrêmement proches du réel, du concret, de l'observation, etc. On était peut-être un petit peu positiviste dans notre jeunesse, je le reconnais. Les colloques aussi de la revue Recherche sociographique qui ont contribué, je pense bien, non seulement à faire connaître la sociologie au Québec, à démarrer des recherches, mais aussi à situer la sociologie parmi les autres disciplines. Mm-hmm. C'est peut-être pas pour rien, je le dis avec une certaine vanité, peut-être pas pour rien que des ouvrages comme Situation de la recherche ou autres a été fait par des praticiens d'à peu près toutes les disciplines, d'à peu près toutes les sciences humaines, mais sous l'égide de la sociologie. Ça, c'est une idée durkheimienne, bien sûr, aussi. C'est peut-être un héritage de ce qu'on a appelé l'impérialisme. L'impérialisme durkheimien. Alors ça a été les activités jeunes. Pendant ce temps-là, moi, je travaillais à ma thèse que j'avais reportée cette fois-ci de l'histoire à la science économique et qui a donné cet ouvrage sur la dialectique de l'objet économique qui devait paraître plus tard. J'enseignais aussi dans une école de pastorale qui est devenue l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal, mais qui a été d'abord fondée à Québec, où j'enseignais à des prêtres en recyclage, ce qui m'a maintenu en relation avec ce qui est une préoccupation importante dans ma vie, c'est-à-dire le renouveau religieux contemporain. Ou si vous voulez, la crise religieuse contemporaine, c'est l'autre face. Et ce qui m'a amené aussi à écrire, il me semble,
à m'occuper avec d'autres de la revue Communauté chrétienne, d'entrer un peu plus tard à la revue Maintenant et de publier ce livre sur la conversion de la pensée chrétienne, qui est aussi un livre de jeunesse et qui fait peut-être un peu curieux à côté de l'analyse des structures sociales régionales, Oui. mais qui correspond à une autre passion de ma vie. Donc, la création de Recherche sociographique, une revue qui sollicite des auteurs pour écrire ce qu'ils savent sur le Québec de cette époque-là. Auparavant, il y avait eu Essai sur le Québec contemporain en 50. Qu'est-ce qu'on savait, puis qu'est-ce qu'on ne savait pas du Québec ou du Canada français? Quand j'étais étudiant, ce qu'on pouvait lire sur le Québec, c'était évidemment des ouvrages d'histoire. Léon Gérin, qui reste, à mon avis, un très grand esprit, et qui pourrait inspirer encore n'importe quel jeune sociologue d'aujourd'hui par la finesse de l'observation, par l'ampleur des vues. Donc, Léon Gérin, que connaissaient bien nos professeurs, en particulier Falardeau. La collection sur notre milieu, que publiait à ce moment-là Esdras Mainville, il en est paru 4 ou 5 gros tomes. Il y avait aussi, comme je vous ai dit, on n'était pas des sociologues qui exigeaient fatalement qu'on écrive sous l'étiquette de la sociologie pour qu'on les lise, qu'on les lisât. De sorte que, par exemple, les gros ouvrages du géographe Blanchard sur le Québec, l'Est du Canada français, le centre du Canada français, etc., ça aussi, c'était pour nous un outil indispensable pour la connaissance du Québec. Il y avait bien sûr aussi la monographie de Miner sur Saint-Denis. Il y avait la fameuse monographie de Hughes sur Drummondville, Rencontre de deux mondes. J'en oublie sans doute, mais il n'y avait pas grand-chose. Hein? Il n'y avait pas grand-chose. Donc, la création de recherche sociographique s'inspire de là. Je disais tantôt, s'inspirait peut-être un petit peu d'un motif positiviste, dans le sens que c'est vraiment très sociographique qu'il faut prendre l'expression à la lettre, mais ça s'inspirait aussi d'un désir de combler collectivement et le plus rapidement possible des trous de connaissances invraisemblables. Donc, les professeurs du département, qui formaient d'ailleurs une équipe extrêmement fraternelle, malgré la diversité de nos origines, de nos intérêts, de nos inspirations, y a beaucoup contribué au début. Nos étudiants y ont contribué parce qu'on a publié leur thèse de maîtrise en les arrangeant, en les réaménageant, etc. Et puis, des gens de d'autres disciplines. Albert Fauché, par exemple, qui est un historien, a collaboré très tôt à la revue, des historiens de la littérature, des économistes, etc. Ça, c'était une décision de départ, sous l'égide de la sociologie, d'amener à collaborer à l'observation du Québec, à l'étude monographique du Québec, l'ensemble des disciplines québécoises. Et je pense qu'on peut quand même dire aujourd'hui, si on compare avec les ressources dont on disposait dans les années 60, si on compare donc en 1980, on peut dire que la collection de recherche sociographique qui existe toujours constitue, je crois, moi, un recueil assez extraordinaire d'observations, d'études, toujours factuelles sur le Québec. Bon, voilà donc une revue qui sollicite des chercheurs. Mais il y avait aussi des transformations politiques, économiques importantes à cette même époque, qui étaient engagées avec ce qu'on a appelé, puis ce qu'on appelle toujours la Révolution tranquille, bon, qui a démarré avec un gouvernement libéral au début des années 60. Quelles étaient les sollicitations qui vous venaient de ce côté? Avant 60, il y en avait, du point de vue politique, il n'y en avait pas tellement, puisque Duplessis était au pouvoir. Moi, je lisais Cité libre, comme tout le monde. J'y ai écrit, d'ailleurs, quelques articles dans mes jeunes années. Même quand on était étudiant, un certain groupe d'entre nous, comme en particulier Yves Martin et moi, on voyait assez souvent Pierre Trudeau, Gérard Pelletier, etc., qui était à ce moment-là NPD. Mais je dois avouer que
la politique ne nous intéressait guère. Je disais tantôt qu'on était un petit peu positiviste, c'est vrai. Ce qui nous avait passionnés dans nos années d'étudiants, c'était la science. La science. Et on voulait faire de la science. Et on trouvait, à tort ou à raison, mais ça, jugement de jeunesse, on trouvait, à tort et à raison, qu'on n'en faisait pas assez, que même Cité libre tombait vite dans l'analyse polémique et superficielle, qu'on parlait d'un milieu dans Québec qu'on ne connaissait pas. On s'était dit, nous, c'est à ça qu'on a l'intention de se consacrer. D'où, effectivement, la passion qu'on a pu mettre dans le livre sur la région de Saint-Géraud, qui était loin, moi, à première vue, de mes préoccupations essentielles qui sont d'ordre philosophique ou autre. Mais cette passion-là, elle s'inspirait en particulier de ce désir de connaître le Québec un petit peu, non seulement concrètement, mais je dirais charnellement. De sorte que la politique, c'était pas notre période. On parle à peu près jamais de ça. On attendait que Duplessis s'en aille. Et je pense bien que c'est toujours dangereux de faire des rétrospectives, de refaire les pensées qu'on avait il y a 20 ans, il y a 10 ans. Mais je pense bien que moi, dans le fond de mon idée, je me disais, bon, Duplessis va partir, on va redevenir à une situation un peu normale, on va pouvoir travailler en paix, puis qui se débrouille avec ça, la politique, puis l'histoire. C'est pas ce qui est arrivé, bien entendu, parce qu'avec la Révolution tranquille, les vieux problèmes sont réapparus en surface, en particulier les problèmes nationaux. Et bien là, vous connaissez un petit peu la suite. Moi et d'autres, on s'est aussi engagés dans cette direction-là. Mais ça date des années 65, 66. Moi, je me souviens pas beaucoup avant ça d'avoir eu un engagement politique bien important. Je dois d'ailleurs vous faire un aveu que la politique, encore maintenant, ne m'intéresse pas beaucoup. Sauf les enjeux qui restent encore suspendus et dont, par conséquent, il faut bien se soucier. J'aimerais que vous me dressiez un bilan, sans doute provisoire, des travaux accomplis par les sociologues de l'École de Laval. Ben, ce qu'on a appelé l'École de Laval, c'est effectivement, le mot a été souvent employé. Je crois que c'est un petit peu exagéré parce que, en tout cas, on ne peut pas parler de l'École de Laval comme on veut parler de l'École durkheimienne. Nous étions, au départ, je parle des gens de ma génération, des personnes assez différentes, avec des formations assez différentes, des ambitions assez différentes, des références théoriques ou empiriques aussi très différentes. Si on peut parler de bilan, moi, je me limiterais forcément, disons, aux années 50, 60, parce que je ne veux pas faire un catalogue de tout ce que mes collègues du département ont pu faire d'intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites au département. Je me limite donc, si vous voulez, je ne sais pas, un peu à ceux de ma génération. La première constatation que je fais, c'est que personne, je pense, parmi ceux de mon âge, ne voulait considérer la sociologie comme une sorte de discipline parfaitement autonome, sans relation avec les autres. Ce que je dis là est en rapport avec ce qu'on a déjà dit plus tôt, des influences qui ont joué sur les uns et les autres. Si, en effet, je repasse les gens de ce temps, je me dis, Yves Martin, par exemple, était aussi bien démographe que sociologue. La plus grande partie de ses études à Paris a consisté dans un stage à l'Institut national d'études démographiques. Fortin était, à mon avis, aussi bon économiste qu'il était sociologue. Marc-Adélard Tremblay était anthropologue et sociologue. Guy Rocher avait travaillé à Harvard aussi bien en psychologie, en anthropologie qu'en sociologie. Jean-Paul Montminy est un théologien de formation première. Et si je peux prendre mon cas, moi, je pense avoir été aussi bien intéressé par la philosophie que la sociologie. Donc, je pense qu'il y a là un premier trait assez singulier de ce qu'on a appelé, mettons l'expression entre guillemets, l'École de Laval, c'est-à-dire des gens pour qui la sociologie est une sorte de discipline seconde. Ce qui, à mon avis, est assez fidèle à l'histoire de la sociologie. Quand la sociologie est née, on peut dire que tout le territoire de l'étude de l'homme était déjà occupé. Il y avait déjà une géographie, il y avait déjà évidemment l'histoire, il y avait déjà une ethnologie. Bon, on pourrait faire l'énumération des sciences de l'homme. Donc, la place pour la description de l'homme était occupée d'un bout à l'autre. La sociologie est une sorte de discipline de surcroît.
Et il est normal, je pense, qu'un sociologue soit aussi le praticien d'une autre discipline qui s'intéresse à l'homme. C'est fidèle, je pense, à la genèse de notre discipline. En tout cas, c'est sûrement là une caractéristique, je pense, du groupe de Laval. Maintenant, si on veut faire un bilan, il faut aussi se demander, bien sûr, quels ont été les problèmes caractéristiques qui, à l'origine, ont fait nos préoccupations. Je pense, bien sûr, aux travaux de Fortin, Tremblay, qu'ils ont parfois fait en commun, parfois séparément, sur les transformations de la société rurale québécoise, mais aussi les transformations des genres de vie, des besoins, etc. Ce sont là des études qui restent extrêmement précieuses et qui, aujourd'hui encore, n'ont rien perdu, je crois, de leur actualité. Mais voilà tout un terrain où se mélangeaient, si on peut dire, les préoccupations économiques, sociologiques, et aussi les préoccupations déjà pour le développement, même si le mot était moins à la mode qu'il l'est devenu par la suite. Je pense aussi, disons, à une préoccupation un peu du même genre qui nous animait. J'y reviens pas parce que j'y ai déjà fait allusion, Yves Martin et moi, dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de sociologie géographique du territoire québécois, qui est devenue actuellement préoccupation pour les régions. On pourrait continuer d'énumérer comme ça des rencontres où se trouvaient toujours des disciplines différentes. Je pense aux travaux de Jean-Charles Falardeau en sociologie de la littérature. Sûrement que la préoccupation pour la culture a été en quelque sorte dominante dans ces années-là, malgré tout, aussi bien en sociologie de la connaissance qu'en sociologie de la littérature, qu'en sociologie de la religion, que dans l'étude des idéologies qui ont occupé une partie quand même notable de nos efforts, un certain nombre d'entre nous, que dans les histoires de vie, domaine d'études auquel Nicole Gagnon est en train de donner un essor à la fois important et à mon avis, très original. Il y a là donc tout un ensemble d'investigations selon des directions diverses, sans qu'elles soient unifiées par une théorie, si on peut dire, partagée très exactement par tout le monde, qui est assez caractéristique, je crois, des premières orientations du groupe de Laval. Je crois qu'il faudrait en mentionner une autre, c'est la préoccupation pour l'histoire. Je crois que c'est une caractéristique aussi du groupe que nous avons très tôt formé, d'avoir toujours donné une très grande importance à la dimension historique dans nos travaux. Et ça, c'est vrai, je pense, de chacun des sociologues de mon âge qui sont venus à Laval ou qui en sont repartis après y avoir vécu un certain temps. Ça a été, je crois, une constante, malgré les orientations théoriques ou les travaux empiriques très différents effectués par ailleurs. On en a même fait une sorte de caractéristique de l'école de Laval, de l'extérieur, parce que l'école de Laval, ça ne vient pas de nous. On nous a affublés de cette étiquette, en nous caractérisant par des gens préoccupés par la transition entre la société traditionnelle et la société moderne. C'est à mon avis, une théorie extrêmement fragile. Elle s'appuie sur quoi comme indice? Sur le fait que, par exemple, Falardeau, pendant ses études à Chicago, avait suivi les cours de Redfield. Non, c'est bien peu. On a suivi bien des cours dans notre vie. On n'est pas devenus pour autant des tenants ou des disciples de quelque théorie que ce soit. Personnellement, moi, j'ai souvent utilisé cette opposition entre société traditionnelle et société moderne, ou culture traditionnelle, culture technologique, disons. J'ai remarqué que Guy Rocher donne une place importante aussi à cette opposition-là dans son traité de sociologie. Donc, c'est sûr qu'il y a là une caractéristique assez importante, mais d'abord, je pense qu'on n'a pas besoin de légitimer cette importance qu'il faut accorder à l'histoire quand on fait l'étude des sociétés. La sociologie, c'est pas l'étude de la société contemporaine, c'est l'étude des sociétés. Deuxièmement, je pense que ça traduisait cette préoccupation-là, les interrogations d'une certaine époque, des interrogations qui ont changé d'ailleurs. Dans les années
50, je pense bien, peut-être même avant. Et on peut situer ça en particulier comme symbole, disons, autour de la monographie de Hughes sur Drummondville, sur Rencontre des deux mondes. La préoccupation essentielle était en somme la suivante. Elle n'était pas neuve d'ailleurs, mais elle est devenue plus aiguë à cette époque. Pourquoi les Canadiens français, comme on disait à l'époque, sont-ils en marge de l'économie canadienne et américaine, bien entendu? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution de leur société pour qu'ils restent bloqués quelque part dans l'intégration au monde moderne, qui les empêche d'arriver en ville, comme on disait à cette époque-là? Bon. C'est autour de cette question-là, qui est une question, encore une fois, traditionnelle, que se sont organisées les premières tentatives d'explication. Et Hughes, qui est venu ici un peu en étranger, a pris la question pour en faire un problème sociologique, bien entendu. Mais la question, elle a singulièrement évolué depuis ce temps-là. C'est-à-dire que d'interrogations sur les empêchements historiques d'une intégration à la modernité, c'est devenu une interrogation sur l'évolution de la culture québécoise. C'est-à-dire comment sommes-nous passés d'un état culturel à un autre, moi je dirais d'états culturels successifs à un état culturel qui est celui des années récentes. Et il ne faut pas s'étonner de cette évolution, bien sûr, puisque c'est un lieu commun de le répéter. Les interrogations de la sociologie changent en fonction des situations où se trouve le sociologue. La situation où se trouvait le sociologue des années 1940 ou 50 n'est pas celle d'aujourd'hui. Alors voilà en gros comment moi je vois, je le répète, non pas l'histoire de la sociologie à l'Université Laval jusqu'à maintenant, je ne vais pas faire un catalogue ni une distribution des prix, mais comment, disons, je vois les premières orientations d'ensemble de ma génération à Laval, malgré, je le répète, les très grandes différences d'orientation théorique et de préoccupation empirique. D'emblée, j'ai envie de vous demander comment maintenant se posent les problèmes de la société québécoise. Vous avez parlé d'une façon d'aborder la question qui était la vôtre avec vos collègues. Maintenant, comment croyez-vous que les problèmes de la société se posent? Bien, les problèmes de la société québécoise, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il faudrait faire un peu d'histoire, là encore, pour en arriver à ça. Les problèmes de la société en soi, ça, je m'excuse, je ne m'attarderai pas là-dessus. Ouais. On va faire une sociologie. Mais les problèmes que la sociologie, à mon avis, devrait se poser en priorité, ça, je peux essayer de répondre brièvement à cette question-là. Il me semble que la première question urgente, c'est celle des classes sociales. Vous allez me dire, les classes sociales, on en a beaucoup parlé depuis 10 ans, 15 ans. Oui, on en a beaucoup parlé. On a surtout beaucoup cité ce que les auteurs étrangers ont dit là-dessus. Il y a un certain nombre d'études québécoises qui ont été faites sur la question. On dispose maintenant d'ailleurs d'un excellent inventaire de ces études avec un cahier publié par Fernand Harvey. Mais il me semble que la question de fond reste à poser. Elle reste à poser pour plusieurs raisons, parce que la plupart des études, à mon avis, mon sentiment, se réfèrent à des catégories un peu a priori, la petite bourgeoisie, la grande bourgeoisie, les classes moyennes, etc. Ce sont là toutes des étiquettes préparées toutes d'avance pour recouvrir une réalité dont il reste à faire surgir les catégories originales, à mon avis. Deuxième remarque que je ferai dans ce sens-là, nous avons trop considéré exclusivement les classes, jusqu'à maintenant, au Québec comme ailleurs, d'ailleurs, sous un angle strictement économique. Je ne méconnais pas cette dimension importante de la question, mais en particulier avec l'extension du secteur tertiaire, avec le développement des services, avec aussi le rôle, je pense en particulier au Québec, le rôle grandissant de l'intelligentsia. Je crois qu'il faut accorder maintenant à l'étude des classes, dans l'étude des classes, une importance décisive au phénomène culturel. Ça ne vous surprendra pas, étant donné que je suis préoccupé par la culture. Deuxième domaine qui m'apparaît important d'envisager, c'est l'étude de ce que j'appelle, nous y reviendrons peut-être, la conscience historique. C'est-à-dire qu'il me semble que
nous sommes placés aussi bien dans la société que dans la sociologie, que dans l'histoire, d'ailleurs, que chez les historiens. Nous sommes placés devant une difficulté actuelle, à savoir que la Révolution tranquille nous a fait prendre une distance par rapport à notre passé. Il y a avant la Révolution tranquille et après. Et les gens d'avant la Révolution tranquille, surtout pour les plus jeunes, apparaissent des gens fort curieux, appartenant à un autre monde, une sorte de préhistoire. Il y a là une prise de distance par rapport au passé qui est pour une large part artificielle, parce que l'histoire représente en nous infiniment plus que dans nos consciences critiques, bien entendu. Et il y a aussi une façon de considérer le passé, même dans la science, dans la sociologie comme dans l'historiographie, qui consiste, bien sûr, à le dénier, à l'écarter, à le critiquer d'une sorte de promontoire qui serait le présent des années 60, 70 ou 80. Il y a là une sorte de, j'hésite pas à dire le mot, une sorte de trouble profond de la conscience historique d'un Québécois d'aujourd'hui qui demande un réexamen de la formation, non seulement de la société québécoise, mais de la formation du genre de conscience historique qui existe dans cette société-ci. Il me semble que ce serait une manière de dépasser les travaux sur les idéologies qui ont occupé beaucoup de gens ici au Québec, historiens, sociologues et autres, depuis quelques années, de ne pas s'enfermer dans une répétition des mêmes travaux, des mêmes critiques, des mêmes dénégations de ce pauvre Monseigneur Laflèche ou de Monseigneur Paquette, et de renouveler un peu cette question-là qui en a grand besoin, me semble-t-il, dans les années 80. Et enfin, troisième thème, j'en énumère 3 parmi bien d'autres, le thème du conflit des cultures. Ça rejoint de très près ce que je disais tantôt des classes sociales. Et précisément, si on envisageait un peu plus le problème des classes sociales au Québec comme ailleurs, dans des termes culturels plutôt qu'en termes strictement économiques, il me semble que le pouvoir culturel, la faculté d'oppression que constitue l'usage de la parole, de la science, du savoir, de l'idéologie, etc., prend une place déterminante dans nos sociétés et que c'est à partir de là qu'on peut peut-être reconsidérer une sorte de dialectique des cultures, je veux dire de la culture populaire, de la culture savante, de la culture traditionnelle, de la culture bourgeoise, etc. Il me semble qu'il y a là une voie importante d'avenir. Mais en faisant ce petit programme-là, je suis bien conscient que je vous ai parlé de mes propres préoccupations et que si vous interrogiez d'autres sociologues, ils vous diraient non, il y a aussi... non, c'est pas ça qui est le plus important, c'est autre chose, ou encore il faudrait ajouter surtout telle ou telle voie d'investigation. Je pense que c'est normal qu'on parle d'abord à partir de ce qu'on voit soi à sa place. Les autres font la même chose et peut-être que dans l'ensemble, ça finirait par donner un bilan intéressant. Je vous repose une question à laquelle vous avez sans doute maintes fois répondu. Comment donc la culture québécoise a-t-elle évolué, M. Dumont? Abordons la question sur une longue durée, si vous voulez bien. Je crois bien que pour vous, comme pour les autres sociologues de votre génération et celles qui suivent, la question du Québec en est une d'identité. L'histoire du Québec se présente comme celle d'un peuple ou d'une nation à la recherche de son identité. Pouvez-vous nous en parler? Oui, évidemment, si on situe l'évolution de la culture québécoise sur une très longue période, on risque d'être superficiel, mais on peut s'y essayer quand même. Moi, je dirais que cette évolution, si on la fait remonter le plus loin possible dans le passé, a été traversée par 4 grandes crises principales. Ce qui est assez curieux, d'ailleurs, c'est que chacune de ces crises, sauf peut-être une sur laquelle je reviendrai, a fait l'objet des préoccupations des historiens et des sociologues, mais pas à la même époque. La première crise, je pense qu'elle est bien connue, c'est évidemment la conquête anglaise. Voilà une société encore jeune, comportant environ 65 000 habitants, ce qui est évidemment pas une grosse population pour faire un peuple, qui aurait dû, je pense, encore pendant longtemps, continuer sa croissance dans un contexte qui lui était plus favorable, c'est-à-dire celui de l'Empire français, et qui subitement se trouve, pour ainsi dire, amputé, non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique, comme chacun sait, en peu de temps après la conquête, ce qui étaient les éléments essentiels
de l'économie de la Nouvelle-France est passé dans des mains étrangères. Quand on dit en assez peu de temps, ça veut dire dans 10 ou 15 ans, ce qui est vraiment pas beaucoup. Voilà la première crise, effectivement, qui est, comme par hasard, une crise d'identité, évidemment. La deuxième grande crise, moi, je la situerais dans les années 1840. Non pas seulement à cause de l'échec des rébellions de 1837-38, mais parce que dans les années 1840, se réaménagent, pour ainsi dire, de fond en comble les structures sociales de la société québécoise, à tous les niveaux. D'abord, évidemment, avec la politique de l'Union, se manifeste de façon très ouverte. C'était déjà vrai du rapport de Rame, mais ça le devient, là, je dirais, c'est institutionnalisé, la volonté d'assimilation le plus vite possible des gens du Bas-Canada en les mélangeant, en les unifiant avec ceux du Haut-Canada. Ça a été une période, une sorte de traumatisme qu'on ne peut comprendre qu'en revenant au texte de l'époque. Qu'un homme comme Étienne Parent, qui avait été le principal artisan, un des principaux artisans tout au moins, de l'idéologie de l'indépendance à partir des débuts du journal Le Canadien, eh bien, dans un moment de découragement total, avoue qu'il faut renoncer, qu'il faut effectivement se fondre avec l'autre peuple dans une même entité, ce qui est assez surprenant, mais qui ne peut s'expliquer que par le profond découragement, le profond désespoir dans lequel étaient tombés les gens de l'époque. On pourrait prendre bien d'autres témoignages, ceux de notre premier grand historien, François-Xavier Garneau, et bien d'autres. C'est aussi le moment où se réorganise complètement la discussion politique. Lord Elgin, qui écrit à cette époque, avait fort bien prévu que si on pouvait diviser les groupes politiques en fonction d'allégeances partisanes plutôt qu'en fonction des nationalités, on aurait fait un grand pas. Et ce grand pas a été effectivement franchi et on continue d'en voir aujourd'hui encore les conséquences. Donc voilà donc un tournant décisif. Vous pourrez prendre d'autres exemples. Il faut mentionner au moins que c'est dans les années 1850 que commence véritablement l'industrialisation du Québec et du Canada. Donc voilà une crise décisive. Il y en a une troisième dont on ne parle pas très souvent. On la connaît, bien sûr, mais on n'en fait pas, à mon avis, une crise aussi décisive qu'elle l'a été. C'est le grand mouvement d'émigration aux États-Unis à partir des années 1850 et qui va culminer jusqu'à la guerre de 1914. Une grande partie de la population du Québec quitte à ce moment-là le pays pour émigrer aux États-Unis. Quand on dit une grande partie, ce n'est pas 10 20 on peut l'évaluer autour peut-être de 35-40 C'est évidemment très difficile puisqu'une partie de cette population est revenue ensuite au Québec. Mais il s'agit incontestablement d'une véritable hémorragie dont on a, entre autres choses, un signe assez angoissant dans un livre qui a été célèbre en son temps, qui reste un bon témoignage historique, qui est L'avenir du peuple canadien-français d'Edmond de Nevers. Ce livre d'Edmond de Nevers a été écrit à la toute fin du 19e siècle. Il a été publié, si je me souviens bien, dans les années 1900-1901. Et dans cet ouvrage, Edmond de Nevers examine de façon très lucide quelles sont les options possibles, comme le suggère le titre de son livre, quelles sont les options possibles pour l'avenir. Il envisage l'indépendance, l'intégration plus accentuée à l'Empire, et puis l'intégration aux États-Unis. Or, curieusement, il conclut que dans l'avenir, nous deviendrons un État américain. Comment un homme qui était extraordinairement sensible à l'originalité de la culture québécoise, qui était empreint d'une culture européenne qu'il avait acquise pendant plusieurs années passées en Europe, comment un homme comme celui-là a-t-il pu incliné dans cette direction? On ne peut l'expliquer que par le contexte de l'époque, c'est-à-dire un contexte où, effectivement, il apparaissait quasi inévitable, à cause de cette hémorragie dont je parle, que le peuple québécois se fonde dans le grand tout américain.
Voilà, cette crise, d'ailleurs, on en trouve un très bel écho dans un roman classique que tout le monde connaît qui s'appelle Maria Chapdelaine, qui n'est pas du tout un cas unique, qui n'est pas un roman épisodique, mais qui, il ne faut pas l'oublier, a été écrit dans les années 1912-1913, représente sur le mode du roman assez bien ce qu'Edmond de Nevers dit à sa manière sous le mode de l'essai. Enfin, je dirais, quatrième grande crise, eh bien, celle que nous vivons actuellement, qui est une crise, la crise de la fin de la Révolution tranquille, c'est-à-dire d'une société qui a pensé se retrouver grâce aux mécanismes de l'État, mais qui commence déjà à critiquer l'État, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la sécurité sociale. Une société qui se trouve, comme on s'est toujours trouvé dans les grandes crises dont je parlais tantôt, devant une question décisive qui lui vient de sa jeunesse, c'est-à-dire le chômage généralisé des jeunes, l'emploi en particulier des jeunes instruits, qui a été le problème essentiel des années 1840, le problème essentiel des années 1900, et qui reste, à mon avis, qui ressurgit à nouveau dans un tout autre contexte sans que nous n'ayons, à le fond, de réponses un peu importantes à fournir. Et pour l'instant, on essaie de juguler l'inflation en bloquant tous les postes à l'université, dans la fonction publique, enfin un peu partout. Autrement dit, on verrouille soigneusement la porte derrière ceux qui se sont assurés les privilèges de l'emploi, de la permanence, de la sécurité, etc., rejetant toute une génération dans l'incertitude. Il y a là une crise, à mon avis, extrêmement profonde, qui s'ajoute aux questions qu'a laissées ouvertes la Révolution tranquille des années 60, c'est-à-dire des interrogations sur ce que nous sommes. Car en effet, si on regarde chacune des grandes crises que j'ai évoquées, chacune a été une crise d'identité, à sa façon. Que ce soit devant le passage de l'appartenance française à l'appartenance britannique, que ce soit dans les années 1840, la nécessité de revenir à des traditions, à des coutumes, de se replier en quelque sorte sur des institutions plus sûres, plus certaines, comme nous y conviait Étienne Parent ou François-Xavier Garneau. Que ce soit pendant l'hémorragie de l'immigration aux États-Unis, la fuite dans l'agriculture, qu'on a appelée à tort d'un mot ridicule, l'agriculturalisme. Il n'y a pas d'agriculturalisme là-dedans, c'était la solution la plus réaliste qui se présentait aux gens de l'époque, entre la solution la plus réaliste devant un dilemme qui était en somme le suivant, crever de faim sur les terres existantes au Québec, ou encore s'en aller aux États-Unis. Un homme intelligent de cette époque ne pouvait manquer de penser au développement de l'agriculture et à la colonisation. Il faut être bien installé aujourd'hui au chaud devant ces documents pour trouver ridicule une solution qui était la seule solution réaliste, mais qui, effectivement, tout en étant la seule solution réaliste, représentait une impasse. Ça, personne ne le niera. Plus on se sera engagé dans cette voie, plus on se serait éloigné de l'industrie. C'est ce qu'on a fait, effectivement, puisque la plus grande partie des industries privées, en tout cas du Québec, appartiennent à des capitaux étrangers, comme chacun le sait. Et dans les années 1970 où nous sommes, c'est aussi une question d'identité. Qui sommes-nous après nous être dépouillés de tout ce qui a fait pendant des siècles notre identité? En particulier la religion, en particulier, je dirais même, la vieille culture traditionnelle, les coutumes traditionnelles. Qui sommes-nous? Est-ce que nous avons seulement le passé transformé en folklore pour nous rassurer sur nous-mêmes? Est-ce que, après avoir supposément rompu avec des siècles d'histoire, pouvons-nous nous engager dans l'avenir maintenant en pensant qu'il nous reste une sorte d'identité? Moi, je compare à un individu, quelqu'un qui dirait à 40 ans ou à 50 ans, tout ce que j'étais avant cet âge où je suis rendu, c'était complètement absurde. Mais maintenant, je vais affirmer ma singularité. Dans l'avenir, il faudrait lui demander, mais alors, vous allez la puiser où, cette singularité-là? La singularité, c'est l'histoire que vous avez. Regardez-la autrement si vous voulez. Mais si vous ne l'acceptez pas, vous n'êtes rien. On ne se réfugie pas dans l'avenir en abandonnant la plus grande partie de soi-même. Voilà la grande... Alors,
je dirais, il s'est toujours agi de questions d'identité. C'est pas une question superficielle ou idéaliste, comme on pourrait le penser, ou quoi pourraient penser ceux qui nous disent non, revenez donc au problème des travailleurs, des conflits de classe, etc. C'est une question décisive, comme celle qui se pose dans la vie personnelle. Et c'est une question à laquelle nous condamne l'histoire. On n'y peut rien. C'est comme le nationalisme. On n'a pas à choisir si on sera nationaliste ou non. Pas plus qu'un homme qui demeure au pôle Nord choisit de savoir s'il va mettre des fourrures ou s'il va se promener en costume de bain. On s'habille selon la situation où on se trouve. Or, nous, on s'est toujours trouvé dans une situation difficile. On se retrouve encore dans une situation difficile. Donc, on n'a pas le choix de se préoccuper d'identité ou de problèmes du même genre. Hein? Tous les jours. J'aimerais que vous me parliez un peu du rôle qu'a joué l'Église face aux problèmes d'identité des Québécois, historiquement. Puis, quel rôle elle peut jouer aujourd'hui, maintenant, dans la crise d'identité qu'on vit actuellement, face aussi aux problèmes que vous venez de souligner, à l'avenir, face à l'avenir. Sur le passé, je pense qu'on en a déjà parlé, je pense qu'il ne faut pas s'attarder. L'essentiel est relativement connu. N'ayant eu comme support ni un État autonome, ni une économie qui nous appartienne, l'Église nous a longtemps servi de support, d'armature, en quelque sorte. Que l'Église soit en crise actuellement, c'est un fait évident. Mais on ne peut le comprendre que si on met ça en relation avec d'autres phénomènes du même genre. Je pense qu'il est assez facile de remarquer que toutes les institutions sont actuellement en crise. Bon, je dirais ce que j'entends par institution. Je parle de la famille, de l'école, de l'État. Hein, on le disait il y a un instant, après avoir essayé d'édifier un État dont nous ne disposions pas auparavant, puisque l'État sous M. Duplessis, c'était après un gros conseil municipal. Hein. Après avoir essayé d'édifier un État dans l'espace de 15 ans, 20 ans, nous voilà un peu partout à critiquer cet État-là, à le trouver omniprésent, à le trouver embêtant, bureaucratique, technocratique, etc. Donc, même une institution aussi nouvelle, un jouet aussi nouveau que celui-là, est actuellement remis en question. C'est donc un phénomène qu'il faut considérer dans toute son amplitude et que je résumerai à peu près comme ceci. Les valeurs, c'est-à-dire ce qui fait agir les gens, ce qui les attire, ce qui leur donne des aspirations, ce qui leur donne des espérances, ces valeurs-là, d'habitude, s'appuient sur des institutions spécifiques. L'amour sur le mariage, le savoir sur l'école, la référence à Dieu sur des églises, bon, la justice sur l'État ou sur le syndicat, mais enfin, peu importe. Il y a toujours, en général, un rapport, bien sûr, entre les valeurs qui sont visées par les individus dans leur vie personnelle et puis des supports que sont des institutions spécifiques. Après tout, les institutions n'ont pas d'autre intérêt que de supporter, comme ça, les aspirations des hommes. Or, nous sommes, me semble-t-il, dans une situation, à cause de cette crise des institutions dont on parlait tantôt, qui est une sorte de crise des médiations, hein, entre des supports concrets et des aspirations, plus abstraites, si on peut dire. Nous sommes dans la situation où les valeurs apparaissent maintenant toutes nues, sans support institutionnel. Ou du moins, lorsqu'elles ont des supports institutionnels, ces derniers font l'objet d'interrogations, de remises en question. Je pense encore une fois à des choses toutes simples comme le mariage, l'école, la famille, l'Église, etc. Dans une situation comme celle-là, il serait parfaitement ridicule de penser que les hommes vont cesser de s'interroger. Au contraire, c'est quand les valeurs sont mises à nu, si l'on peut dire, qu'elles interrogent davantage. Dans une société, au contraire, où les valeurs sont bien enracinées dans des coutumes, dans des institutions qui ont l'air d'aller de soi, on ne s'interroge pas beaucoup sur les valeurs en question. On les accepte comme des choses qui sont données et qu'on endosse sans autre examen.
Et quand elles flottent, les valeurs, pour ainsi dire, dans l'air, hein, sans véhicule, sans attache à la vie quotidienne, elles deviennent un objet extrêmement angoissant de recherche. Et c'est pourquoi on peut observer un phénomène qui est apparemment contradictoire. D'un côté, la défection, la désintégration, le procès, la critique des institutions qui supportent la recherche des valeurs, et de l'autre côté, une recherche personnelle, moins publique qu'enfermée dans la vie privée, une recherche personnelle, dis-je, concernant les valeurs, concernant le sens de la vie, concernant les fins de l'existence. Et ces recherches personnelles, parfois elles se déroulent chez des individus singuliers, chacun étant enfermé lui-même dans ses questions, les gardant pour lui, en parlant à peine à l'un ou l'autre de ses amis. Parfois, vous le savez comme moi, elles se poursuivent dans des groupes, dans des sectes qui pullulent actuellement, non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Des groupuscules les plus divers qui sont soit à l'extérieur des églises, soit à l'intérieur de l'Église, il ne faut pas l'oublier, et qui représentent, à mon avis, une quête angoissée, très diversifiée, hein, très disparate, de valeurs qui sont à la fois des valeurs de vie et, mettons le mot entre guillemets, si vous voulez, de valeurs religieuses. Et il me semble que si jamais l'Église du Québec retrouve une présence un peu concrète dans la culture québécoise, c'est quand elle aura assumé, à ses risques et périls, cette diversité des recherches qui restent des recherches, je le répète, avant tout personnelles ou limitées à des groupes restreints, même si ces groupes restreints sont extrêmement nombreux par ailleurs. En tout cas, cette fois-ci, je vous parlerai moins en sociologue qu'en chrétien, mais ça me paraît une situation extrêmement favorable pour un retour à ce que nous appelons, nous les croyants, les valeurs évangéliques, qui ne sont pas d'abord des valeurs institutionnelles, qui sont des valeurs paradoxales, et dont les béatitudes évangéliques, justement les béatitudes de Jésus, représentent toujours pour nous le défi, un défi qu'aucune Église ne réussira jamais à enfermer, à prendre à son compte et à atténuer la portée. Quand vous parlez de cette manière, vous me faites me rappeler que je suivais mon père à la messe tous les jours, puis que maintenant, les seules valeurs qui me sont présentées comme pendant la peine que je m'y consacre concernent ce que vous appelleriez la société civile, l'univers de la politique. Quand j'interviewais M. Fortin, puis qu'on abordait la question de l'avenir du Québec, des développements qu'on pouvait attendre dans notre société, il disait que anciennement, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques décennies, il y avait des projets. Le Québec avait un rêve. Maintenant, il n'y a plus de rêve. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, nous sommes bien instruits, mais il n'y a pas de travail, quoi. Il n'y a pas rien à faire. Oui, mais même le travail, ça ne suffirait pas à entretenir les rêves dont parle Fortin. Si je continuais dans la ligne de sa réflexion, j'avoue que je serais porté à me demander, mais quel rêve avons-nous entretenu pour qu'il s'use si vite? Hein? Et je reviens à votre propre réflexion quand vous dites « moi, je ne crois plus maintenant à la société civile ». Je me dis « mais qu'est-ce qu'il y a dans la société civile qui puisse entretenir les rêves profonds des hommes? » Déjà, le vieux Rousseau, vous le savez, dans le contrat social, et Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, avait soulevé un problème très troublant là-dessus, à savoir, est-ce qu'une société civile peut vivre seulement par des organisations, par sa propre structure, ou par les planifications qu'elle instaure, ou par les politiques qu'elle définit, ou s'il ne faudrait pas, là je prends l'expression même de Rousseau, s'il ne faudrait pas une sorte de religion civile. C'est un problème qui, pour un croyant d'ailleurs, est un problème à la fois assez angoissant, puis en même temps, je dirais, assez amusant, parce que la Révolution française s'était posé la question dès le début. Hein?
Ce qui nous apparaît très drôle aujourd'hui quand on lit les historiens, le culte de la déesse raison, les fêtes de la Fédération. Hein, au tout début, la Révolution a voulu instaurer des fêtes nouvelles, une liturgie de la République, par comparaison sans doute avec les liturgies chrétiennes. Pourquoi ça a fait long feu, ce genre de tentative d'instituer des fêtes civiles? Parce qu'une fête, c'est pas un party. Une fête collective, c'est pas un party. Il n'y a de fête que quand les hommes vivent dans la fête ce qu'il y a de plus intense, de plus profond, et j'emploie le mot dans un sens qui n'a rien de particulièrement chrétien, lorsqu'ils ont l'impression de vivre une sorte de transcendance en commun. Aussi bien dans les sociétés archaïques que dans la plupart des sociétés, sauf peut-être la société occidentale moderne, ce qui fait question. Ce problème, donc, d'une religion civile, à mon avis, le protestantisme, les variétés du protestantisme aux États-Unis ont longtemps joué exactement ce rôle-là. Le catholicisme au Québec, sans doute de façon plus évidente, a joué ce rôle-là. Mais on peut élargir à d'autres civilisations. On peut trouver un phénomène exactement analogue dans la religion de la cité grecque, dans la religion officielle romaine, dans toutes les sociétés que je connais, sauf, encore une fois, peut-être les sociétés occidentales tout à fait contemporaines. Est-ce que l'Occident aurait trouvé à elle seule une façon de confondre la politique avec les fins ultimes de l'homme? Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, à mon avis, une immense interrogation qui pèse sur nous et qu'il est intéressant d'entretenir, encore une fois, en nous comparant avec les autres civilisations du passé ou d'à présent, ce qui nous enlèverait peut-être le fond de notre vieil orgueil d'occidental, hein, qui pensons avoir découvert ce que d'autres civilisations n'ont jamais vu, et qui nous fait, même quand on est à gauche, encore des colonisateurs spirituels. J'aimerais que vous me parliez de cette première œuvre, qui est une œuvre de poésie. Bon, comme vous savez, je vais répéter un lieu commun. Les poèmes, ça ne se résume pas sans ça. Ça pouvait se résumer, on n'écrirait pas. On ne ferait pas un détour pour rien. Je dirais que ça m'arrive assez souvent de m'interroger pourquoi. Non pas pourquoi j'ai commencé par un recueil de poèmes. Les jeunes commencent souvent comme ça. À tel point qu'on pense souvent que la poésie, c'est fait pour les jeunes auteurs, puis qu'en vieillissant, il faut se rabattre sur la prose comme on se rabat sur sa retraite. Mais je me suis interrogé là-dessus, et finalement, peut-être que c'est une sorte d'organisation que je me suis faite de ma propre activité, disons, d'écrivain. Mais moi, j'ai toujours eu le besoin de m'exprimer à divers plans. Par exemple, la théorie, qui a occupé peut-être la plus grande partie de mon existence. La théorie, je trouve ça passionnant, mais ça comporte, à mon avis, un défaut. La théorie, je veux dire la philosophie, la science, etc., ça comporte un défaut. C'est que celui qui cherche, celui qui pense, doit toujours se dissimuler en tant que je, c'est-à-dire en tant que personne singulière, en dessous de la méthode, en dessous de la déduction, en dessous du raisonnement, ce qui est évidemment une feinte. Il faut dénoncer ça, cette feinte-là. C'est pas vrai, ça. Hein? C'est toujours un auteur qui parle, même quand il a l'air de ne rapporter que les leçons éternelles de la logique. C'est lui qui les arrange. Ça, c'est bien évident. C'est bien évident. C'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles, aussi bien dans la philosophie que dans les sciences. Il n'en reste pas moins qu'il y a là une sorte de malaise que moi, je n'aurais pas pu assumer en restant purement et simplement à l'intérieur de la science ou de la théorie. J'ai toujours éprouvé le besoin à côté de ça, tout en respectant les règles de la science ou de la théorie, de m'exprimer comme une personne. Et l'essai s'offre justement de ce point de vue. Dans l'essai, par définition, on peut dire « je ». On peut dire « j'adhère à ceci »,« cela me passionne », je me voue à telle chose, j'ai voué ma vie à telle chose plutôt qu'à telle autre. On discute, dans d'autres termes, de façon existentielle, de ce qui concerne sa vie et celle d'autrui.
Donc, les essais que j'ai pu publier, en particulier les 2 livres, soit sur la conversion de la pensée chrétienne, soit sur le Québec, soit cet autre livre, cet autre essai qui est à peu près terminé et qui revient au problème de la foi, tout ça, pour moi, je dirais pas que ça n'a rien à faire avec la sociologie, mais c'est un autre registre, c'est un autre instrument, c'est une autre façon de m'exprimer. Et je dirais la même chose pour la poésie, qui est encore, à mon sens, beaucoup plus importante, parce que cette fois-ci, c'est non pas seulement je qui parle, mais c'est je qui essaie de réunir la symbolique la plus fondamentale de son existence, ce qui est déjà en deçà des théories abstraites et même des options politiques ou religieuses nettement affirmées, comme on peut le faire dans un essai. Vous voyez, je suis un homme qui vit à plusieurs étages, puis j'ai besoin de ça. Une quête des valeurs. Je vois ça dans la poésie. Bon. J'ai une autre question pour vous, M. Dumont. Pour revenir à cette œuvre qui s'appelle Le lieu de l'homme, la dialectique de l'objet économique et l'anthropologie en l'absence de l'homme, pour moi, il y a une continuité là-dedans, enfin, comme lecteur, comme jeune lecteur. Je pense aux questions que vous développez dans ces œuvres. À la fois, vous vous interrogez sur la société elle-même et sur celui, sociologue, historien, linguiste, ethnologue, économiste, philosophe, qui se pose des questions à son sujet, ainsi que sur la place que l'homme y occupe. Pourquoi toujours entretenez-vous une sorte de mise en doute des images que nous nous faisons de la société nous-mêmes? Parce que je considère que les sciences de l'homme, qui tout au moins dans leur façon moderne de travailler, n'ont pas toujours existé. Donc, il doit bien y avoir là, non pas seulement des entreprises de connaissances, comme l'est la physique ou la chimie ou les mathématiques, mais qu'il doit bien y avoir là un phénomène culturel, et un phénomène culturel assez étonnant. Donc, c'est pas en tant que, disons, d'abord en tant qu'entreprise de connaissances, moi, que les sciences humaines m'intéressent, disons, d'un point de vue philosophique. C'est en tant qu'elles sont présentes dans la culture et dans la société contemporaine. Quelle est la pertinence, quelle est la signification de cette présence-là? Pour essayer de résumer, disons, de façon la plus simpliste, la position initiale du problème que j'en tire, d'un côté, je me dis, les sciences de l'homme sont nées du fait que le visage de l'homme s'est défait, que l'homme est en crise. C'est pour ça que les sciences de l'homme ne sont pas nées, contrairement aux idéologies positivistes ou autres, d'une entreprise de connaissance. Elles sont nées de la crise de l'homme. Et comme elles sont nées de la crise de l'homme, leur tâche, c'est moins de connaître l'homme que de construire l'homme, de construire la culture, bien entendu aussi. Voilà, me semble-t-il, une ambition qui mérite d'être analysée d'une manière extrêmement critique. C'est une ambition qui mérite d'être examinée de très près parce qu'elle comporte sans doute des retombées passionnantes, mais aussi des inquiétudes très grandes sur l'avenir des technocraties, sur l'avenir des cautions que n'importe quel pouvoir pourra trouver dans la science pour construire l'homme. Donc, disons que dans le fond, mon programme de travail, pour ce qui est de cette critique des sciences de l'homme et de la culture, se conçoit à peu près comme ceci. S'il est vrai que les sciences de l'homme sont nées de la crise de l'homme, c'est cette crise elle-même qu'il faut examiner et qu'il faut évaluer comme une crise de culture. C'est-à-dire, en quoi la culture contemporaine est-elle un vide qui permet à la science, aux anthropologies, de s'étendre. Voilà une tâche, donc, de critique de la culture. À l'opposé, qu'est-ce qui s'instaure dans ce vide? Comment l'entreprise qui s'installe dans ce vide se construit-elle? Dans la science économique, dans l'ethnologie, dans la psychanalyse, dans l'histoire, etc. Ça, c'est une tâche, disons, de critique qui porte cette fois-ci sur les sciences, sur les anthropologies, y compris sur la philosophie. Vous voyez, je pense, la réciprocité, même si je m'exprime d'une manière, je simplifie à l'excès, sans aucun doute,
Mais vous voyez un peu ce qui fait la complémentarité de ces deux tentatives, à mon avis indissociables, qui consistent à poursuivre à la fois une critique de la culture et une critique des sciences de l'homme. Ça me fait vous poser une question supplémentaire concernant l'histoire et la sociologie aussi. Peut-être qu'en vous lisant un passage de Paul Venn, vous verrez un peu de quoi il s'agit. La culture, comme toute histoire, est faite d'événements particuliers et on ne peut présumer de la structure explicative que requiert chacun. C'est pourquoi on ne peut faire de théorie de la culture ou de l'histoire, ni ériger en catégorie ce que le sens commun, ou plutôt les langues modernes, appellent la culture. Puis encore un petit peu plus loin, ce qu'on fait de nos jours sous le nom de sociologie, ce n'est pas une science. C'est tantôt une description, une histoire sans le nom, tantôt une topique de l'histoire ou une phraséologie. C'est la sociologie générale. Oui, ce sont deux passages polémiques. J'ai lu le livre de Venn qui, a 3 ou 4 ans, a eu beaucoup de répercussions. C'est une sorte de pamphlet considérable, d'ailleurs, extrêmement intéressant parce que l'érudition de l'auteur, qui est lui-même un historien de l'Antiquité, est extrêmement riche. Mais ce que vous venez de lire des deux passages, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord là-dessus, non pas pour défendre la sociologie, qui n'est pas simplement une phraséologie, à mon sens, qui n'est pas non plus une simple théorie de l'histoire, mais parce qu'à mon avis, il y a là une conception de l'histoire. Mettons la sociologie de côté, considérons l'histoire qui pour moi me passionne au moins tout autant que la sociologie. Considérons l'histoire qui ne rend pas compte, à mon sens, de la véritable fonction de l'histoire dans les sociétés immédiatement contemporaines. Il me semble, moi, que l'histoire correspond à deux fonctions, complémentaires, mais antinomiques. La première fonction de l'histoire, c'est de retracer des genèses. Retracer des genèses, ça veut dire, dans le fond, des choses assez simples. Quand tantôt, on se demandait comment il se fait que, dans les années 1960, il s'est passé au Québec telle ou telle chose, comment il se fait qu'on a privilégié l'État, comment il se fait qu'ensuite on fait la critique de l'État. D'emblée, nous avons été reportés au passé. Et beaucoup de politicologues, d'historiens se sont demandé pourquoi les Québécois, avant 1960, se sont si peu intéressés à l'État. Alors, ils ont fait l'histoire du Québec pour essayer, de façon génétique, de montrer pourquoi il y avait ce problème contemporain. Autrement dit, la question que se pose alors celui qui se penche sur l'histoire, c'est d'où vient le problème que je rencontre aujourd'hui? Bon, c'est classique, tout le monde a toujours ainsi procédé à des explications par le recours à la Genèse. Bon. Mais l'histoire sert aussi à autre chose. L'histoire, c'est la mémoire collective. Les hommes d'aujourd'hui ont besoin de savoir d'où ils viennent, comme un homme de 40 ans ou de 50 ans a besoin de se souvenir de son enfance. Le sens même de la continuité des hommes dans l'histoire, que ce soit des personnes, des groupes ou des nations, réside dans la faculté que nous avons de nous reporter au passé, d'avoir une mémoire, à un point tel que pour un individu, avoir une mémoire, c'est, ma foi, presque la même chose que d'avoir une identité. C'est parce que je crois, même si je suis plus vieux que je l'étais à 6 ans ou à 10 ans ou à 15 ans, c'est parce que je crois que malgré ces différences d'état physiologique, d'état d'âme, de visage, etc., c'est toujours moi, c'est toujours le même. C'est pour ça que j'ai le sentiment d'être moi, différent de vous, différent des autres individus. C'est la même chose pour les sociétés, c'est la même chose pour les groupes sociaux. Donc, l'histoire joue ces deux rôles-là, qui parfois sont emmêlés. Quand on recourt, évidemment, aux historiens du passé, les deux rôles sont mal distingués. Quand on lit des historiens d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils insistent surtout sur la Genèse. Ça fait plus scientifique, bien sûr, d'insister sur la Genèse que d'insister sur la mémoire. Bien que les grands historiens, disons comme Michelet, ont fait les deux, ou qu'un homme comme Lucien Febvre, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un attardé puisque c'est le héros de l'école contemporaine de l'histoire, disait dans une très belle page que je vais malheureusement citer de travers,
Il disait à des jeunes historiens, dans les années 1944-45 en France, qui n'est pas par hasard, on n'a qu'à se reporter à ce que signifiait à l'époque, il disait à de jeunes apprentis historiens à l'école normale supérieure, si je me souviens bien, dans une conférence, il disait « La fonction de l'historien, c'est de faire comme le prince dans le conte de la princesse endormie. C'est de pénétrer dans la chambre, de tirer les rideaux, de faire entrer la lumière et de faire revivre la vie. » Vous voyez bien que ça dépasse l'analyse génétique, théorique de ce qui a pu dans le passé expliquer pourquoi aujourd'hui les choses sont ce qu'elles sont. Mais ranimer la vie, ça veut dire redonner teneur concrète, inspiration concrète à ce qui, dans le passé, peut inspirer les hommes d'aujourd'hui. Alors, cette dualité de la genèse et de la mémoire, moi, c'est ce qui m'a toujours passionné dans l'histoire, et ce qui fait peut-être de l'histoire, sinon l'achèvement de la sociologie, du moins ce qui à la fois la précède et la dépasse aussi. Puis la sociologie elle-même, quelle est sa tâche, donc? La sociologie, j'y faisais allusion tantôt, c'est une science qui est née sur un terrain déjà occupé. Sa fonction, c'est, je ne dirais pas de résumer, comme l'espérait Durkheim et d'autres, de résumer ce qu'apportent les autres disciplines, ce qui est parfaitement ridicule dans l'état actuel où se trouvent les sciences. Mais c'est d'une part de voir en quoi, je parle toujours du rapport entre la sociologie et les autres disciplines, mais c'est de voir en quoi ces autres disciplines s'enracinent dans les pratiques collectives des hommes. Que ce soit la psychotechnique dans l'usine, que ce soit l'économique dans l'État, que ce soit la géographie dans l'aménagement du territoire, que ce soit la psychanalyse dans la psychothérapie, que ce soit la psychologie dans la pédagogie, peu importe. Les sciences de l'homme, maintenant, sont insérées dans toutes les pratiques sociales. Eh bien, il me semble que la sociologie, dont l'objet est avant tout la considération d'ensemble de la société et de ses pratiques, considération d'ensemble de la culture aussi, que sa fonction, quand on la considère directement par rapport aux autres disciplines, c'est de faire la critique, je ne dis pas le jugement, mais la critique au sens où Kant parlait de la critique de la raison pure, il n'en parlait pas comme un critiqueux de la raison pure, mais comme une évaluation, pour ainsi dire, une remise en cause. Eh bien, c'est la fonction de la sociologie de réexaminer ainsi le destin des sciences de l'homme, non pas seulement dans leur avenir de connaissance, mais dans leur participation à la construction du monde dans lequel nous sommes, que ce soit dans l'école, dans l'usine, dans la planification, dans l'État, etc. Il me semble que ça ne donne pas à la sociologie une place prééminente. Ça la ramène tout simplement à sa question première, qui était déjà posée par Saint-Simon et par Auguste Comte. Quel est le destin du savoir, non pas seulement en lui-même, mais dans son insertion dans le devenir des sociétés et des cultures. Dans l'anthropologie, en l'absence de l'homme, vous parlez assez longuement de la psychanalyse. Quel rôle voyez-vous de la psychanalyse vis-à-vis l'histoire et la sociologie? Vous venez de me parler de l'histoire comme mémoire. Oui. La psychanalyse, c'est une science du soi, je pense. Oui, mais il y a une analogie très profonde entre la psychanalyse et l'histoire, c'est-à-dire la science historique, si vous voulez. La psychanalyse aussi est divisée selon un double versant. D'une part, et c'est ce qui est le plus facilement reconnaissable dans son entreprise, la psychanalyse s'intéresse aux genèses. Sans quoi ce serait paradoxal à première vue qu'un adulte de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans aille chez le psychanalyste et que celui-ci, au lieu de tellement s'attarder à ce qu'il vit aujourd'hui, dans son aujourd'hui de 30 ans ou de 40 ans, le reporte à sa petite enfance, aux relations qu'il avait avec sa mère, avec son père quand il était tout petit. À première vue, c'est ridicule. Vous dites, monsieur, vous faites un détour extraordinaire. Mais ce détour, c'est justement le détour de la genèse. Si je veux comprendre l'aujourd'hui de la personne, il faut que je refasse sa genèse pour voir quel empêchement ont joué en cours de route pour qu'aujourd'hui il se trouve désarticulé, angoissé, etc. Cette préoccupation de la genèse, encore une fois, c'est la plus évidente dans la psychanalyse, et ça se comprend puisque la psychanalyse est d'abord une thérapeutique. Elle n'est pas une science plus une thérapeutique, elle est une thérapeutique qui est après une science. Bon.
Puis il y a l'interprétation aussi. Mais elle est aussi mémoire. C'est-à-dire, comment peut-on penser qu'un individu pourrait guérir, après tout, c'est l'ambition de celui qui va consulter le psychanalyste, qui pourrait guérir sans qu'il puisse trouver en lui-même, non pas seulement des obstacles, mais quelque chose qui vient aussi de son plus loin passé et qui l'aide à se dépasser. Ouais. Donc, vous avez quelque chose d'analogue entre la psychanalyse et l'histoire, et c'est ce qui fait la valeur d'interrogation de ces deux disciplines, pas seulement pour ceux qui pratiquent l'une ou l'autre, mais pour l'ensemble de ceux qui pratiquent les sciences humaines. Encore une fois, moi, je me mets face à l'avenir, puis je me dis, encore une fois aussi, pour un jeune homme de ma génération, quel apport l'histoire dont vous avez fait état, puis la sociologie auquel vous avez contribué, quel apport donc ces deux sciences-là nous donnent pour envisager une action face aux difficultés, aux problèmes qu'on vit maintenant. Les sciences dans ce livre sur l'anthropologie en l'absence de l'homme, qui va paraître au début de 1981, c'est une des questions que je me pose, évidemment. Les sciences ne sont pas des instruments qui permettent de faire l'avenir. Les sciences humaines ne sont que des médiations. Sont que des médiations. Contrairement à ce que pensaient nos ancêtres, les ancêtres de nos disciplines, Auguste Comte, Saint-Simon, et même Durkheim, d'une manière plus raffinée, mais il le pensait quand même, les sciences ne remplacent pas les objectifs, les angoisses, la quête incertaine que les hommes font de leur destin, soit personnellement, soit en commun. Les sciences ne sont que des médiations, je le répète, ne sont que des instruments. Ce ne sont jamais des miroirs, et encore moins ce qui remplace l'affirmation, l'engagement de l'homme, surtout la croyance en l'homme, que la science ne peut pas donner.